おいおい、Ore-sama sensei wa, Ore-sama daro. Ore-sama, en japonais, ça veut dire moi avec une pointe d'arrogance. Bref, moi, c'est moi. Et je suis là pour te filer une petite leçon. Est-ce que ça va être en rapport avec le Japon ? Pas trop, non. Est-ce que ça va être marrant ? C'est pas le but. Est-ce que ça va être utile ? Peut-être bien. Je sais pas. Comme dirait l'illustre philosophe, tout ce que je sais, c'est que je cours pas plus vite que les balles. Aujourd'hui, au menu, on a une explication linéaire de la scène d'exposition de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, en 10 minutes, montre en main, douche comprise, comme pour le vrai bac. Allez, c'est parti. Alfred de Musset, auteur romantique du XIXe siècle, puise dans sa relation passionnée mais conflictuelle avec George Sand l'inspiration pour son drame romantique On ne badine pas avec l'amour, publié en 1834. L'intrigue de cette œuvre théâtrale, initialement conçue pour être lue plutôt que jouée, met en scène Camille et Perdiccand, deux jeunes adultes promis au mariage qui se retrouvent pour la première fois depuis leur enfance. L'extrait de la scène d'exposition qui nous intéresse présente l'arrivée au château de Maître Blasius, gouverneur de Perdiccand, observé avec amusement par le chœur. En voici la lecture. Doucement bercé sur sa mule fringante, Messire Blasius s'avance dans les bluets fleuris, vêtus de neuf, l'écritoire au côté. Comme un poupon sur l'oreiller, il se ballotte sur son ventre rebondi et les yeux à demi fermés, il marmotte un paternoster dans son triple menton. Salut, Maître Blasius, vous arrivez au temps de la vendange, pareil à une amphore antique. Que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici, premièrement, un verre de vin frais. Voilà notre plus grande écuelle. Buvez, Maître Blasius. Le vin est bon. Vous parlerez après. Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdiccand, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. Il vient aujourd'hui même au château, la bouche toute pleine de façons de parler, si belle et si fleurie, qu'on ne sait que lui répondre les 3/4 du temps. Toute sa gracieuse personne est un livre d'or. Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin, et quand il fait du vent ou qu'il pleut, il vous dit tout clairement pourquoi. Vous ouvririez des yeux grands, comme la porte que voilà, de le voir dérouler un des parchemins qu'il a coloriés d'encre de toutes couleurs de ses propres mains, et sans rien en dire à personne. Enfin, c'est un diamant fin, des pieds à la tête, et voilà ce que je viens annoncer à monsieur le baron. Oh! Vous sentez que cela me fait quelque honneur, à moi, qui suis son gouverneur depuis l'âge de 4 ans. Ainsi donc, mes bons amis, apportez une chaise que je descende un peu de cette mule-ci sans me casser le cou. La bête est tant soit peu rétive et je ne serai pas fâché de boire encore une gorgée avant d'entrer. Buvez, Maître Blasius, et reprenez vos esprits. Nous avons vu naître le petit Perdiccand et il n'était pas besoin, du moment qu'il arrive, de nous en dire si long. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme. Nous observons que ce passage s'articule en 2 mouvements. Le premier, qui va du début du texte jusqu'à « Vous parlerez après », ligne 8, se consacre au portrait grotesque de Maître Blasius. Le deuxième mouvement, lui, débute à la deuxième réplique de Blasius et s'étend jusqu'à la fin du texte. Celui-ci s'attache au portrait idéalisé de Perdiccand. Au regard de cette dynamique, nous examinerons comment cette scène d'exposition mêle le grotesque et le sublime romantique pour mieux introduire les enjeux ambigus de ce drame. La scène débute avec l'indication scénique, une place devant le château,
qui joue un rôle symbolique important dans cette scène d'exposition. Ce décor met en valeur une opposition entre le château, représentant l'aristocratie et le pouvoir, à l'espace extérieur, où se tient le chœur, incarné par les paysans. Cette dualité reflète les tensions sociales qui se révéleront dans l'œuvre, notamment à travers les abus commis par Camille et Perdiccas, bien nés et éduqués, sur la jeune paysanne ignorante qu'est Rosette. Fidèle à la tradition du théâtre antique, le chœur, ensemble de personnages représentant la voix collective du peuple ou d'un groupe social, observe et commente l'action sans y prendre part. Cependant, en dressant dès la première réplique le portrait de Blasius, il ne se limite pas à une simple description. Il le tourne en dérision, soulignant avec ironie le contraste entre l'importance qu'il se donne et la réalité. En effet, la métaphore doucement bercée sur sa mule fringante, ligne 1, assimile l'allure de Blasius à celle d'un enfant. Cette image est renforcée par la comparaison comme un poupon sur l'oreiller, ligne 2. À cela s'ajoutent ses traits physiques. Blasius est décrit comme ayant un ventre rebondi et un triple menton, lignes 2 et 3, des hyperboles qui accentuent sa corpulence démesurée et caricaturale. Cet aspect grotesque contraste avec ses attributs plus nobles tels que l'habit neuf et l'écritoire qu'il porte au côté, ligne 2, symbolisant son statut lettré et supposément respectable. Ce décalage renforce le ridicule du personnage. La foi de Blasius est également moquée. Le chœur le décrit en train de marmotter un paternoster, ligne 3. L'emploi de ce verbe, appartenant au registre familier, suggère que cette prière religieuse est récitée de manière mécanique, sans réelle conviction. Blasius apparaît donc comme un personnage prétentieux, incapable d'incarner des valeurs dont il fait pourtant l'étalage ostentatoire, voire indécent. Ce portrait comique se clôt sur la comparaison avec une amphore antique, ligne 4, qui révèle son obsession pour la boisson, un trait de caractère confirmé tout au long de la pièce, et ce, dès la réplique suivante. D'entrée de jeu, Blasius s'exprime en ces termes, que ceux qui veulent apprendre une nouvelle d'importance m'apportent ici, premièrement, un verre de vin frais, ligne 5-6. La solennité de son ton, voire l'affirmation de son autorité, marquée par l'utilisation de l'impératif, est immédiatement désavouée par son désir de boire et trahit, avec humour, son imposture. Bien que le chœur appartienne à une condition plus modeste que celle de Blasius, il ne manque pas d'esprit lorsqu'il lui rétorque « Voilà notre plus grande écuelle, buvez, maître Blasius, le vin est bon », ligne 7. Si ces paroles témoignent d'une générosité qui valorise la caste des paysans, l'emploi du superlatif absolu insinue de façon subtile que son ivrognerie est notoire. Dès les premières répliques de son œuvre, Musset met en place un important réseau de dualités, voire de contradictions. Celle-ci se déploie véritablement à partir du deuxième mouvement, notamment avec le portrait de Perdiccas, où le sérieux émerge face au comique, annonçant ainsi les enjeux tragiques de l'intrigue. Maître Blasius commence le portrait de Perdiccas en ces termes. « Vous saurez, mes enfants, que le jeune Perdiccas, fils de notre Seigneur, vient d'atteindre à sa majorité et qu'il est reçu docteur à Paris. » Ligne 9-10. Cette réplique, qui remplit pleinement sa fonction d'exposition, présente le jeune homme comme un aristocrate accompli, marqué par ses études prestigieuses. Le statut et l'éducation du protagoniste font implicitement écho à l'issue tragique de cette pièce. Outre son éloquence, Blasius met également en avant l'érudition de Perdiccas qui l'illustre par la métaphore « Toute sa gracieuse personne est un livre d'or » ligne 12. La précision qui suit « Il ne voit pas un brin d'herbe à terre qu'il ne vous dise comment cela s'appelle en latin » ligne 13, exagère par l'hyperbole un savoir encyclopédique, reflet de l'héritage rationaliste du siècle des Lumières. Cependant, les artistes du début du XIXe siècle, comme Musset, s'en sont en partie détournés pour privilégier une exploration plus sensible de l'être. Cela se retrouve chez Perdiccas qui se consacre à ses parchemins coloriés d'encre de toutes couleurs, ligne 15-16. Ce goût pour la solitude, lieu d'épanouissement de l'intimité, inscrit Perdiccas dans la figure du héros romantique. Enfin, Perdiccas est présenté comme beau. La métaphore, un diamant fin des pieds à la tête, ligne 16,
le dresse comme un personnage littéralement taillé pour l'amour. Si Blasius, non sans ridicule, s'attribue la réussite du jeune homme en déclarant « Cela me fait quelque honneur à moi qui suis son gouverneur », ligne 17, sa remarque, centrée sur le pronom personnel tonique « moi », introduit un thème central de la pièce, l'orgueil qui, conjugué à la parole, constitue le moteur principal des badineries amoureuses, puis tragiques, entre Camille et Perdiccas. Après de dernières bouffonneries de la part du gouverneur, digne d'un personnage de farce, le passage se conclut sur cette intervention clé du cœur à propos de Perdiccas. Puissions-nous retrouver l'enfant dans le cœur de l'homme, ligne 23. Toujours lucide, le cœur anticipe la corruption de l'âme du jeune adulte, un motif récurrent dans toute l'œuvre de Musset où la perte de l'innocence conduit fatalement à des conséquences tragiques. Cet extrait de la scène d'exposition de On ne badine pas avec l'amour annonce le mélange caractéristique du comique et du tragique, du grotesque et du sublime, propre au drame romantique. Musset établit ainsi les tensions fondamentales de l'intrigue à venir, procédé que Victor Hugo utilise également dans la scène d'ouverture de Hernani. Sate, Ore-sama no jugyo, kokomade da. Leçon pliée. Mais pas si vite. Tu croyais que t'allais te barrer comme ça? Maintenant, tu lâches ton like, ton commentaire, ton abonnement, tout ça. T'as cru que j'allais bosser aux frais de la princesse? Mendokse. Yare. Ore-sama no gaki tachi. Genre non. Hora, どうした音楽？まだ終わってんのか。授業終わったって言ったじゃねえか。もううるせえなおめえ。さっさと終わりよ、バーカ。